Bonjour à tous. Bonjour Bonjour Jimmy. Jimmy. Alors, Jimmy, nous avons donc Stéphane de notre DNX Consulting qui va nous parler des franchises les plus rentables aux États-Unis. Et nous avons l'honneur d'accueillir Jérôme Garcia, qui représente The Maids Miami, qui a tenté l'aventure américaine et qui s'est engagé dans une franchise qui s'appelle The Maids. Et il est là aujourd'hui pour témoigner de son parcours. Donc, merci beaucoup, Jérôme, pour ta Avec présence plaisir. aujourd'hui. Je vais donc laisser la main à Jimmy qui va s'occuper du chat. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Vous avez un chat sur la session. N'hésitez pas à poser des questions. Jimmy, c'est à toi. Je vous souhaite une bonne discussion. Et puis, je vais présenter une autre table. Merci, au revoir. Merci Merci Rachel. Rachel, à tout à l'heure. À plus tard Rachel. Bon alors les garçons, Stéphane, Jérôme. Alors concrètement, je vais déjà m'adresser à vous et Stéphane. Euh, Globalement, qu'est-ce qu'on appelle franchise? Est-ce que c'est une... Alors, Oui, allez-y, je vous tu écoute. verras, j'ai quelques petits slides, une petite présentation que Top, je vais super. partager parce que c'est vrai que c'est pas évident ce concept de franchise. On a l'impression de bien connaître parce qu'on les voit partout, mais en fait on s'aperçoit que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et c'est la raison en fait pour laquelle on a créé ce cabinet DNX Consulting. Il existe depuis 2016. Et un premier constat, ça a été de voir que les gens connaissaient mal cette franchise, alors que, comme on vient d'avoir un petit message là, de Cyril Ouais. Mouni, c'est souvent une voie plus facile, notamment pour les gens qui arrivent aux États-Unis ou qui n'ont pas d'expérience auparavant d'avoir été à leur compte. Ça va être une voie plus facile pour démarrer et souvent un peu moins coûteuse. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être voilà, je vais partager mon écran et on Parfait. va pouvoir rentrer dans le vif de la. Et n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions au fur et à mesure et Ça on marche. va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. Voilà. Donc en fait, moi j'ai démarré au début, j'étais plutôt business consulting pour les gens qui voulaient démarrer aux États-Unis, hein, ou comme Jérôme qui cherchait à avoir un visa investisseur pour venir s'implanter. Et je me suis vite aperçu que à moins qu'on ait déjà une première expérience très valable aux États-Unis, ou que l'on ait un budget assez important, on va dire plus de 400, 500 000 dollars, c'est quand même compliqué d'entreprendre aux États-Unis. Et voilà, d'où ce focus sur la franchise qui peut être une façon moins coûteuse et utile pour se lancer ici. Donc, pardon, je vais essayer de faire bouger le slide. Voilà. Aujourd'hui, on est persuadé que la franchise, c'est une excellente option, hein, certainement la plus simple et la moins risquée pour entreprendre. Mais c'est pas forcément pour tout le monde, c'est pas forcément pour tous les profils. Et ça peut être un peu compliqué, hein. Aux États-Unis, il y a 3500 marques différentes en franchise. Donc, ça peut être un peu compliqué de s'y retrouver. Pour ça, la première chose que l'on a fait, c'est construire un portefeuille de 200 franchises américaines euh, qui sont particulièrement ouvertes aux clients aux candidats qui viendraient d'autres pays, notamment en demandant un visa ou une carte verte en investissant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On est les premiers Français enfin, je suis le premier Français à avoir obtenu la certification dans ce domaine. Et je veux aussi dire Félicitations. que cette prestation merci, et que cette prestation d'accompagnement, hein, que je vais décrire dans le slide, elle est gratuite pour les candidats. En fait, on est payé par les franchiseurs et ça ne change pas le prix que vous fassiez appel à nous ou pas.
Comment ça fonctionne? La première phase, bien entendu, hein, ça va être d'analyser votre projet, votre profil et trouver les meilleures opportunités. On va pas passer les 200 opportunités du portefeuille en revue, ça sera un peu laborieux. On va essayer de matcher, un peu comme une agence matrimoniale, hein, mais spécialisée dans le business. Je fais rien pour votre vie sentimentale. On va matcher, voilà, les meilleures opportunités business en franchise. Vous allez devenir, voilà, si je peux t'aider, je le fais, mais ma spécialité, c'est plutôt les franchises, le business. Je vois Jérôme qui se marre. Voilà, donc de trouver les meilleures opportunités. Après, ça va être vous coacher tout au long de ce parcours de sélection, d'études, des opportunités pour être sûr que vous sélectionnez bien la première. Et puis aussi parce que la franchise, c'est assez réglementé, c'est pas toujours facile de comprendre comment ça fonctionne. On joue aussi le rôle de courtier, hein, on brasse pas mal de volume, donc on essaye d'obtenir les meilleures conditions pour vous avec le franchiseur. Et bien sûr, on joue ce rôle au milieu de tours de contrôle pour être sûr que la communication se fasse bien entre vous, entre le franchiseur, entre les avocats, le comptable et toutes les personnes qui vont pouvoir intervenir dans le process. Voilà, bon, maintenant que j'ai pas mal parlé de moi, on va peut-être aborder la question que tu avais, hein, qui est réellement qu'est-ce que c'est une franchise. Une franchise, c'est un business qui a été monté aux États-Unis et qui, pour accélérer son développement, parce que les États-Unis c'est grand, c'est 17 fois un territoire comme la France, va l'ouvrir à des investisseurs extérieurs. Donc, en échange de donner sa marque et ses savoir-faire pour lesquels il a beaucoup investi, le franchisé, donc cet investisseur, va pouvoir obtenir comme ça, clé en main, ce savoir-faire. Si vous voyez pas bien les slides, double-cliquez dessus, ça les mettra en grand, hein, je le dis pour ceux qui nous suivent. Donc voilà, va obtenir de ce franchiseur un territoire exclusif, une formation, un accompagnement et l'accès à son soutien des équipes en centrale. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, j'essaye de faire vite parce que je peux passer quelques heures à en parler, comme tu t'en doutes. Notre constat, c'est que c'est bien adapté pour des gens qui se lancent pour la première fois ou qui arrivent aux États-Unis ou qui veulent arriver aux États-Unis, parce que la franchise va apporter clé en main les savoir-faire qui sont difficiles, qui sont vraiment culturels, tout ce qui va tourner autour de la vente, du marketing, des aspects légaux, des achats, voilà, tout ça c'est apporté par le franchiseur. Et en tant que franchisé, vous allez pouvoir vous focaliser sur les savoir-faire qui sont plus universels, la gestion de l'entreprise, le développement, le management. Pour répondre aussi à ta question, la franchise, c'est un modèle qui est dominant aux États-Unis. Il y en a vraiment dans tous les domaines. Les franchises, elles sont partout. C'est un modèle qui est bien adapté à ce grand pays et qui est bien adapté au mode de consommation à l'américaine. Les Américains ne veulent pas le perdre de temps. Ils veulent aller vers ce qu'ils connaissent, qui les rassure. Voilà, même si ça coûte un peu plus cher, ils sont prêts. Ils sont prêts à Stéphane, ça. j'anticipe peut-être une de tes slides suivantes, mais de combien doit-on disposer pour imaginer acquérir une franchise? Et exactement, tu viens de griller 2 slides là. Donc, si tu veux, on y passe tout de suite, ou sinon je te propose qu'on le voit tout de suite. Je voulais juste finir sur les chiffres du marché. Après, on trichera un peu, on ira au budget et on reviendra sur une autre information que je voulais vous donner. Donc aujourd'hui, plus de 3500 franchises dans plus de 175 secteurs d'activité différents aux États-Unis. Donc il y a vraiment de quoi faire, hein. C'est quasi impossible de pas trouver son bonheur. On parle de plus de 800 000 établissements, plus de 800 000 unités en franchise aujourd'hui sur le territoire américain. Un poids économique, un poids dans l'économie de 2000 milliards, 2 trillions. On a pas mal entendu ça ces derniers temps. Pour vous donner un équivalent, c'est le PIB de l'Italie. Ouais. Donc, c'est quand je dis que c'est un morceau de l'économie américaine, je mens pas. En moyenne, hein, un nouvel établissement tous les 8 minutes et un taux de survie des établissements en franchise qui est supérieur aux établissements en indépendant. Voilà. Donc, je vais passer vite mes slides. Je reviendrai dessus après si tu le permets sur les intérêts hein, de se lancer en franchise, mais tu m'as posé la question, donc j'y réponds tout de suite. Tu me posais la question, voilà, là il y a un slide, hein, bien sûr on pourra communiquer, qui vous donne le tarif pour lancer une franchise.
quand je dis le tarif, le budget, on devrait plutôt parler d'un plan de financement, hein, si vous êtes habitué à avoir fait l'exercice d'un business plan. C'est-à-dire que non seulement ça comprend les frais de démarrage pour vraiment l'activité démarre, mais ça comprend aussi un working capital, une trésorerie, pour être sûr qu'il y a les réserves nécessaires à atteindre le point mort, le moment où l'entreprise va pouvoir financer. Donc, les budgets qui sont présentés là, vous voyez à chaque fois qu'il y a des petits plus, c'est les budgets minimums, c'est-à-dire il n'y a pas réellement de limite haute. Si vous voulez dépenser des millions, c'est possible. Mais comme vous pouvez le voir aussi, on est quand même sur des sommes assez différentes de ce qu'on entend habituel. Il y a réellement, quasiment dans tous les secteurs, des options petit budget. Soyons clairs, hein, quand on parle de 100 000 $, ça reste une somme, mais comparé à ce que l'on peut voir par ailleurs, ça reste, il y a toujours des options petits budgets et qui vont rentrer dans le cadre des visas investisseurs. Voilà. Les slides qu'on a passés, c'était donner les grands avantages de la franchise. Donc, je ne sais pas si c'était ta prochaine question ou si tu en as une autre avant qu'on revienne à cet aspect-là. En fait, si, effectivement. Pose toutes les questions que tu veux, on s'adapte. Moi, je suis content de parler de ça, que ce soit dans mon ordre ou dans l'ordre des questions. Ça, il y a aucun souci. Mais je pense que c'est intéressant d'expliquer voilà les différences et les avantages que vont pouvoir amener les franchises pour un investisseur. C'était une de mes prochaines questions, donc vas-y. Alors, est-ce que je vais… Bon, bah, c'est parfait. Le premier grand avantage, c'est l'inventaire. Quand on cherche à racheter un business, en particulier pour quelqu'un qui serait aujourd'hui pas aux États-Unis et qui va regarder ce qu'il y a sur le marché, bon, déjà en n'étant pas sur place, en ne faisant pas partie de la communauté, on n'est pas forcément bien placé pour voir passer les bonnes affaires, quoi. Donc, on va un peu faire avec ce qui reste et il n'y aura pas forcément un inventaire très grand, il n'y aura pas forcément ce que vous voulez à l'endroit où vous voulez au bon prix. Les franchises, l'inventaire, on est sur une façon de faire complètement opposée. C'est-à-dire que partout où une franchise n'est pas et où potentiellement on a un bon territoire, c'est une opportunité potentielle. Donc, on a un inventaire qui est quasi illimité pour tous les états, tous les budgets, tous les types de profils. Et même si vous n'êtes pas sur place, on peut vraiment faire ce travail de vous trouver une bonne opportunité qui va s'adapter à là où vous voulez aller. Le deuxième grand champ d'intérêt, c'est d'avoir un partenaire, ce franchiseur, qui lui est déjà sur place, a déjà développé des produits, des services qui sont adaptés au marché américain, qui a une marque qui est reconnue, qui a fait ses preuves et qui va être rassurante de fait de l'existant et des points de vente déjà ouverts. Rassurante notamment pour les futurs clients, mais aussi pour les futurs employés, s'il y a à demander un visa pour les services d'immigration, si vous avez à trouver un local pour le propriétaire de ce local, pour le banquier, etc., etc. On va dire que ça va cesse d'avoir comme ça quelqu'un qui montre les muscles avec sa marque. J'en ai déjà parlé, hein, il y a une méthodologie, il y a des savoir-faire qui sont rodés, qui sont standardisés. Il y a tout l'accompagnement dont vous allez pouvoir profiter, que la maison mère va vous apporter. Quelque chose aussi, on l'a vu, et Jérôme, ça je pense pourra en parler, c'est parfois pas simple avec les employés. Et donc, d'avoir une franchise, d'avoir cette méthodologie, ça permet de ne pas dépendre d'employés expérimentés. L'exemple typique, c'est des gens qui ouvrent un restaurant, ils trouvent un chef en local, et au bout d'un mois, 2 mois, le chef s'en va. Qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc là, au moins, les employés, ils sont remplaçables parce que le savoir-faire, il vient du franchiseur, pas des employés. Et un dernier point que je voulais mettre en avant, c'est bien comprendre que c'est une sélection mutuelle. C'est pas parce que vous allez payer un droit d'entrée que le franchiseur va dire « Ah oui, ok, bienvenue ». Ils veulent d'abord être sûrs que vous avez le bon profil. Donc, il y a une sélection qui est mutuelle. Quel est le profil, quel est le profil, puisqu'on a une question de Cyril d'Harmonie qui se rapproche, qui dit « Mais est-ce qu'il faut avoir des années d'expérience, etc. » Donc, quel est le profil idéal pour un franchiseur, pour un franchisé, d'être accepté, de se voir accepté par un franchiseur? D'accord. Déjà, il faut savoir que le savoir-faire technique, si vous avez déjà travaillé dans ce secteur d'activité ou pas, ça, on s'en moque un peu. C'est le franchiseur qui va l'apporter, d'accord? Et après, ça va être tout ce travail de ce matching, de dire, vous avez tel profil,
quelle est la bonne franchise à mettre en place. Après, on va pas se le cacher. Si je vais en parler après. Si ça vous terrifie de parler à un client, si ça vous terrifie de gérer des employés, bon, posez-vous bien quand même la question auparavant, est-ce que j'ai envie d'être à mon compte? Donc, le bon profil, c'est quelqu'un qui est motivé par être à son compte, prendre les commandes, ne plus dépendre d'un employeur, ne à être là à 9 h le matin, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie d'entreprendre, mais à qui il manque peut-être un morceau d'expérience ou on va dire qu'il y a un petit trou dans la raquette. J'en parle après, les trous dans la raquette. D'ailleurs, on va y passer directement, si tu le veux bien. Donc voilà, à qui on va recommander, quels sont les profils vraiment. Voilà, c'est une recommandation assez forte. Considérez la franchise si vous êtes dans ce cas-là et que vous voulez entreprendre aux États-Unis. Si vous n'avez pas eu d'expérience précédemment d'entrepreneur, voilà, si vous étiez employé et que là, ça va être votre première expérience à votre compte, la franchise, du fait d'avoir ce franchiseur qui vous accompagne, ça va être une plus petite marche. Ça va être quasiment une étape intermédiaire entre dire je suis complètement indépendant et je l'étais pas avant. Si vous changez de métier, donc voilà, tu m'as déjà posé des questions là-dessus. C'est quoi le profil? Est-ce qu'il faut avoir l'expérience? Non, pas forcément. La franchise peut compenser le fait, et j'ai même des gens aujourd'hui qui ne cherchent pas forcément un visa investisseur, qui sont déjà aux États-Unis, qui ont perdu leur emploi avec le Covid, qui voient qu'ils auront du mal à retrouver un emploi, et ils se disent tiens, je vais entreprendre, mais c'est une grosse étape. J'ai envie de vivre mon rêve de jeunesse où je fais ma midlife crisis, ma crise de la quarantaine. Est-ce que je peux me réorienter complètement, changer complètement de secteur d'activité? Oui, c'est possible avec une franchise. En tout cas, ce sera plus simple que de le faire tout seul dans votre coin. Si vous avez un budget inférieur à 200 000 $, c'est pas évident de trouver une bonne affaire, notamment comme des villes comme Miami, alors qu'il y a des belles opportunités en franchise. Même à moins de 100 000 $, à moins de 150 000 $, il y aura des belles opportunités en franchise. Si vous, encore une fois, comme Miami, si vous visez une zone géographique très concurrentielle, vous voulez avoir le plus d'armes possible vis-à-vis de la concurrence, et bien entendu d'avoir une marque qui est déjà connue, qui a déjà ses produits, ses services en place. C'est des armes pour combattre les concurrents potentiels. Si votre anglais est moyen, bien entendu, là aussi ça va pouvoir aider d'avoir quelqu'un qui est déjà développé. Si vous voulez être dans un rôle de supervision, voire ne pas trop travailler, être plutôt dans un rôle d'investisseur passif, là aussi, il y a des solutions avec les franchiseurs qui ont parfois des sociétés qui sont là pour gérer le business à votre place. Donc, c'est possible. Vous n'êtes pas obligé d'investir en bourse ou dans l'immobilier si vous voulez faire du passif. Il y a aussi des solutions avec des business en franchise. Et si on parle de secteurs complexes, typiquement pas mal de gens veulent se lancer dans l'immobilier, ont une première expérience. C'est quand même des secteurs très, très compliqués avec lesquels il n'est pas facile d'obtenir des visas investisseurs. Donc là, le passage par une franchise, même chose, diminuera fortement le risque et augmentera les chances d'obtenir son visa. Voilà, j'ai fait une réponse très, très large à ta question, Jimmy. J'espère que c'était clair. J'essaie en tout cas une précision, s'il te plaît, avant d'entendre sans doute Jérôme. Oui. Très clairement, les tarifs que tu as évoqués tout à l'heure, les montants que tu as évoqués pour accéder à une franchise, c'est un montant qui est dédié directement aux franchiseurs ou ça comprend également un début d'exploitation, par exemple? Ah non, ça comprend tout. Tu fais bien de poser la question, c'est souvent quelque chose qui n'est pas très clair. Donc, typiquement, si je prends la première ligne, on dit 120 000 pour de l'alimentaire, là on parle d'un petit fast-food, vous allez payer des droits d'entrée aux franchiseurs, qui sont généralement entre 30 et 50 000 $, d'accord? Ça, c'est juste les droits d'entrée. Et après, il va y avoir tout un tas d'autres lignes de frais, l'installation du local, les premiers mois de loyer, prendre une assurance, l'inventaire de départ, voilà, toutes ces choses-là, et bien entendu garder de la trésorerie, souvent garder entre, on va dire au moins 30% du budget, souvent c'est de la trésorerie, simplement pour dire on va pas être rentable tout de suite, faut des réserves pour les premiers mois. Voilà, tout ça est compris dans la somme qui est indiquée. Ces budgets dont je vous parle, ils sont très détaillés. Quand vous allez recevoir le contrat de franchise, ils vous envoient un document avec qui s'appelle le Franchise Disclosure Document, où il y a des chiffres, c'est très transparent. Et l'une des parties importantes de ce document, c'est d'avoir un budget très détaillé, souvent sur 2 ou 3 pages, des tableaux qui donnent à chaque fois, pour chaque ligne dont j'ai parlé, vont vous dire qu'il faut prévoir au minimum temps
au maximum de temps selon les retours que l'on a des franchisés déjà installés. Donc, sur cet aspect budget, a priori, il n'y a rien à prévoir en plus que ce qui est indiqué dans le Très bien. budget. Et quelles Tout sont est les compris zones dans cette somme. géographiques où le montant de la franchise est accessible en fait? Un peu partout. On va dire typiquement si tu lances une franchise de service, c'est-à-dire où il n'y a pas besoin d'un local commercial, où souvent un bureau ou un espace de stockage va suffire. Il n'y a pas de raison que ce soit plus cher au fin fond du Nebraska que dans une ville comme une ville assez chère comme New York ou Los Angeles. Donc là, la situation géographique a assez peu d'impact sur le budget. Quand il faut un local commercial, typiquement quand on s'intéresse à du retail, à de la restauration, là forcément ça va avoir un impact. Ça. Je reprends mon exemple du fin fond du Nebraska, c'est certainement moins cher de trouver un local pour un restaurant à Omaha, que je prends Omaha parce que c'est là qu'est le siège de The Maids, hein, c'est pas anodin que je prenne cet exemple, qu'en plein cœur de Miami où on sait que, même si c'est un peu baissé avec le Covid, ce type d'emplacement va coûter assez cher. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un point important. C'est essentiellement ça qui peut faire varier le business. Ce qui peut faire varier aussi, c'est de savoir si vous commencez petit et vous voulez vous étendre par la suite ou si vous voulez tout de suite attaquer en grand. Si vous achetez tout de suite plusieurs territoires, si vous mettez tout de suite en place plusieurs équipes, ça se fait. C'est même quelque chose qui est facilité par le modèle du franchiseur. Bien entendu, ça augmente la note de monter plusieurs business ou de tout de suite prévoir de monter plusieurs business dans un futur proche que de commencer avec juste une unité. Est-ce qu'on peut être plusieurs à acheter la même franchise dans le même état? Oui, les territoires, en fait, quand on prend tout un état, on dit qu'on va être l'area representative, ce qui est l'équivalent d'un master franchisé pour cet état. C'est-à-dire, on va gérer la franchise dans l'État. Toutes les franchises ne le proposent pas. Typiquement, The Maids ne le fait pas ou en tout cas ne le fait plus. Donc, généralement, les territoires sont proportionnels au nombre d'habitants ou du moins au nombre d'habitants que dans la cible de clientèle. Et il n'est pas rare de voir que dans une grande ville, il y ait plusieurs territoires. Encore une fois, ça dépend de l'activité, ça dépend de la franchise. Pour certaines activités, on a des territoires très grands. Pour d'autres, on a des territoires plus petits, plus ciblés. Mais en tout cas, voilà, il n'est pas rare d'avoir plusieurs franchisés sur une même zone. Et tant mieux, ça fait une force de frappe. Ça fait un network plus fort pour développer. Alors, on a quelques questions avant que tu nous poursuives, mais je me demandais si on n'allait peut-être pas interroger Jérôme, puisque c'est un cas. C'est à lui, et j'ai l'impression qu'il ne sera pas forcément en accord avec ce que tu dis, Stéphane. Non, ça c'était vraiment pas pour mettre ça va être difficile. Alors, comment s'est passée la rencontre, Jérôme, avec Stéphane? Alors moi, on m'a présenté Stéphane parce que justement, moi déjà à la base, je faisais déjà du business en France, rien à voir avec cette franchise. Hein. Dans le cleaning, j'avais jamais fait ça avant. C'est pour ça que ça rejoint beaucoup que ce que disait Stéphane. Le principe de la franchise, c'est qu'il te forme de A à Z, donc c'est vraiment important. Mais je connaissais déjà un peu les franchises en France, et donc déjà j'avais ce côté un peu rassurant de dire voilà, on est accompagné. Mais bon, après les États-Unis, c'est eux qui ont inventé le mode de la franchise, donc ça se développe. Enfin, ça n'a rien à voir avec les franchises qu'on peut avoir en France. Donc c'est vrai que de suite je suis allé là-dessus. Comme a dit Stéphane, il y a plus de 3000 franchises et bon, il faut en choisir une, c'est pas évident. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même du choix. Donc, on prend le temps de la choisir. C'est presque du sur-mesure. Si on veut quelque chose, une franchise, on sait pas dans quoi aller, il faut se laisser guider. Stéphane le fait très bien. Et après, voilà, pourquoi on a choisi ça? C'est parce que on est passé, je sais pas combien de franchises, de dire, ça nous plaît, mais moins. Après, il y a l'éventail qui diminue. Et bon, on s'est dit, ouais, ça nous convient bien. Et ce qui me rassure sur le principe de la franchise aux États-Unis, c'est qu'on connaît pas le business américain. On sait pas ce que c'est. Et effectivement, même en me posant cette question avant, même maintenant, 2 ans après, je me dis, ouais, je suis complètement différent que le business français. Et on a besoin d'être épaulé. Et alors après, je vais pas parler pour les autres franchises, mais en tout cas pour The Maids, c'est vraiment une boîte qui te suit. Qui est très très proche, qui répond à toutes les questions. Moi, je reste vraiment focalisé sur mon business, c'est-à-dire à développer le nombre de clients.
et à voir à ce que mes équipes soient au bon endroit. Le reste, le marketing, si j'ai une question un peu plus poussée, c'est pas mon problème. Voilà, moi j'envoie un mail. Au fait, j'ai ça, on s'en occupe. Donc la franchise permet de rester vraiment focus sur son premier job, quoi. C'est développer le chiffre d'affaires. C'est notre travail. Et est-ce que le franchiseur de The Made, est-ce qu'il a son mot à dire sur la façon dont tu gères à partir du moment où tu as acquis la franchise? Alors, Stéphane, tu m'arrêtes si je me trompe. Je pense que c'est marqué dans le contrat. Mais concrètement, il nous laisse assez libre. Après, faut quand même pas oublier que si on veut prendre une franchise, si on veut aller vers une franchise, c'est parce que on croit à leur projet. Donc le but est de reproduire à 99%, si c'est pas 100%, leur façon de travail, leur façon de travailler qui fonctionne. Parce que The Maze, je crois que ça a 40 ans. Il y a, je sais plus, 200 ou 300 franchisés dans tous les États-Unis et le Canada. Donc voilà, le concept il marche. Donc le but, c'est de le reproduire. Donc voilà. Après, je sais que si nous on a des bonnes idées, bah tiens, je vais faire monter. Ah oui, super, oui, j'ai entendu telle personne dans un autre État a fait ça aussi, essaie de faire ça. Donc il y a des échanges. On peut, par exemple, ben, moi je sais que Miami est une ville un peu différente, je peux travailler un peu différemment. On me laisse faire. Ça, il n'y a pas de problème. Mais faut pas oublier qu'on représente quand même une franchise avec un concept qui fonctionne. Donc il faut utiliser ce fonctionnement. Si tu me permets, Jérôme, je vais compléter. Quand on est allé, Ouais. j'ai accompagné Jérôme quand il a rencontré le franchiseur la première fois, donc dans le Nebraska, à Omaha. Ils font ce qu'on appelle un Discovery Day. Donc, on passe une journée avec eux. Ils présentent tout de A à Z. On voit les équipes, on voit le call center, le centre de formation, tout ça. C'est assez impressionnant. Et il y avait d'autres personnes avec nous qui étaient là pour voir voilà, si The Made leur plaisait. Et c'était des gens donc déjà aux États-Unis, déjà avec une expérience du cleaning. Et je me suis dit, bah, eux, ça doit être des candidats caviar pour The Maids. Et en fait, ils les ont refusés. Et ils m'ont dit, non, parce qu'on a déjà eu une expérience de gens comme ça. Et au vu de la façon en plus dont ils se sont comportés, ils posaient plein de questions très contradictoires, ils m'ont dit, on voit bien qu'ils ont leur façon de travailler et ils vont pas être capables de prendre notre méthodologie. The Maids, ils depuis 1980. C'est l'une des plus anciennes franchises aux États-Unis et la plus ancienne dans ce domaine. Ils maîtrisent tout de A à Z. Ils savent comment on gagne de l'argent, comment on peut être voilà, réellement rentable et efficace. Et ils disent, on le voit aujourd'hui, ceux pour qui ça marche pas, la raison, c'est toujours la même, c'est qu'ils ont du mal à suivre la méthodologie. Donc, comme le dit Jérôme, c'est pas un carcan, mais c'est ce pourquoi vous payez. Donc, si vous adressez un domaine et dans lequel vous connaissez pas très bien, suivez les pros. Si c'est pour réinventer la poudre, ça sert à rien d'aller chercher une franchise. Faites-le dans votre coin. Acceptez que ça va vous coûter plus cher et que vous allez vous prendre les murs que eux se sont pris depuis 40 ans. Voilà, c'est tout à fait respectable. Hein. Je fais pas de jugement de valeur, mais voilà, faut garder ça à l'esprit. Une franchise, c'est un outil, un levier pour aller plus vite dans son développement, gagner de l'argent plus rapidement et être plus fort vis-à-vis de la concurrence. Nous avons une internaute qui nous suit, qui s'appelle Rita, qui est très active, qui pose énormément de questions. Oui. Je vois ça dans le chat. Merci Rita, c'est agréable d'avoir quelqu'un qui regarde comme ça. Je vous invite juste après donc cette table avec Stéphane et Jérôme de contacter via le booth de Jérôme, de Stéphane, pardon, comme ça, et ainsi vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez, parce qu'il y a des questions qui sont quand même assez assez précises, probablement parce que vous avez un projet, Rita. Donc, il serait intéressant que vous contactiez directement Stéphane, qui, je sais, se fera un réel plaisir de vous informer du mieux qu'il puisse. N'est-ce pas, Stéphane? Tout à fait. J'ai quand même vu certaines questions, si tu permets, on peut peut-être la regarder parce qu'elles sont assez généralistes. Et je voulais juste répondre à Rita. Elle pose la question du secteur de l'habitat, travaux, décoration. Rita, si vous parlez anglais ou espagnol, on refait cette session en anglais et espagnol un peu plus tard aujourd'hui. Et à la place de Jérôme, on aura Marissa Salas qui a une franchise dans ce domaine et qui pourra répondre à vos questions et vous présenter ça. Voilà, pour le régime, je te laisse reprendre les questions. Tout à l'heure. D'accord, bah, écoute.
Ce sera sans toi, mais nous, on sera là. Enfin, moi, je serai là, en tout cas. Une question. Aujourd'hui, pour si, cette par exemple, vous déconnez, Jérôme, si tu déconnes, pardon, est-ce que le franchiseur, il peut dire c'est bon, est-ce que contractuellement, c'est prévu qu'à un moment ou à un autre, il peut récupérer sa marque? Bah, je ne pense pas, parce que moi, j'ai quand même signé un contrat de franchise de 20 ans. Ça, je sais pas. C'est une bonne question, Stéphane. Alors, en théorie, oui. En pratique, faut y aller fort. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sortir de la légalité. Et généralement, ça se règle. Enfin, quand je dis généralement, ça arrive rarement, mais ça arrive. Quand on est une franchise comme The Maids qui a plus de 1000 territoires et je ne sais plus combien de dizaines, centaines de franchisés depuis 40 ans, forcément, à un moment ou à un autre, il y a eu des accros et ça se règle au tribunal. Un contrat de franchise, ça fait 100, 150, 200 pages. Et pour l'essentiel, c'est écrit par des avocats pour répondre à tous les problèmes possibles. En pratique, quand il y a un problème, quand il se passe quelque chose, on va d'abord essayer de le régler avant d'en arriver à ce stade-là. C'est-à-dire, il y a d'abord une intervention de la franchise pour dire, qu'est-ce qui ne va pas, comment on peut aider. Si le ton se durcit un peu, ils peuvent demander à ce qu'il y ait un audit. Et si vraiment on est face à des gens qui sont de mauvaise foi ou qui sont à la limite de la légalité, seulement à ce point-là vont démarrer les démarches un peu dans le dur. Mais je répète, c'est vraiment très très exceptionnel et moi en tout cas je l'ai jamais vu avec Très bien. Jérôme, aujourd'hui, si vous deviez refaire cette expérience, en tout cas cette action, avec l'expérience que vous avez, est-ce que vous l'auriez refaite? Ouais, je la referai et j'écouterai un peu plus le franchiseur. Parce qu'au tout début, il y a 2-3 trucs que j'ai pas écouté. Je me dis, j'y crois pas. Non, il faut y aller. Ils savent, c'est des rouleaux compresseurs. On te dit de faire ça, tu le fais. Au début, j'ai un peu réfléchi sur 2-3 trucs et sur le marketing. Je vois une question. S'il s'occupe du marketing, oui, et il s'en occupe. J'ai pas voulu mettre beaucoup d'argent sur, enfin, j'en ai mis, mais pas assez. J'avais pas assez de retours. Non, maintenant j'en mets, j'ai beaucoup de retours. Il faut les écouter, ils savent faire. Donc oui, je referai, mais j'ai fait quelques erreurs. Pourtant, on m'avait prévenu et je les ai quand même. Heureusement, c'est des petites erreurs, c'est pas trop gros. Mais du coup, ce qui m'a fait perdre un peu de temps. Voilà, ils sont forts, ils savent ce qu'ils font, il faut les suivre. Voilà, il faut pas se poser de questions. Ça fonctionne. Go. Stéphane, vas-y, tu penses que, vas-y. Je pense que oui, dis-moi. Non, j'allais dire, quand je pose la question à un franchiseur, parce qu'on voit toujours dans le système, il y a ceux qui surperforment et puis ceux qui s'en sortent pas très bien. Quand on leur pose la question, ceux qui s'en sortent moins bien, c'est quoi le problème? Et la réponse est tout le temps la même, c'est de dire c'est une erreur de casting, c'est des gens qui effectivement étaient peut-être pas faits pour faire ça ou ont un peu mal c'est-à-dire qu'on n'a pas l'intelligence de Jérôme de dire je me suis un peu trompé sur la façon de faire au début, je rectifie le tir rapidement et qui vont insister dans leur erreur. Donc c'est vrai que vous avez cet outil entre les mains qui fonctionne bien. Après, si vous le laissez dans la boîte ou que vous essayez de couper un arbre avec une perceuse, est-ce que nécessairement une franchise qui coûte 20, 30 000, 40 000 dollars, bon, c'est pas quelque chose qui va vraiment fonctionner in fine que versus une franchise à 200, 250 000 dollars? Alors, il y a réellement, quand on regarde sur le moyen long terme, on peut gagner des millions avec quelque chose qui coûte pas très cher au démarrage, d'accord? Par contre, Jérôme peut être témoin, je le dis à tous mes clients, c'est pas une baguette magique. Et si on avait réussi à identifier quelque chose qui coûte pas cher, qui ne demande pas beaucoup de travail, qui rapporte beaucoup d'argent rapidement, on serait pas là tous les deux, on le ferait et on serait pas en train de parler aujourd'hui. Voilà, tu le ferais aussi. Donc, il faut juste garder en tête, souvent, ce qui coûte les franchises qui demandent des budgets un peu moins conséquents, ça n'empêche pas d'avoir un beau potentiel sur le moyen long terme. Il faut juste accepter que on va peut-être pas gagner de l'argent dès les premiers mois. Je pense que ça a été le cas pour Jérôme. Ça lui a peut-être pas coûté beaucoup d'argent d'entrée de jeu, mais ça lui a pris
ça lui a pris un certain temps avant de commencer à gagner de l'argent. Si vous achetez aujourd'hui un gros fast-food à 500 000 $, vous mettez 500 000 sur la table, le fast-food, il ouvre, le mois d'après, vous gagnez de l'argent. C'est des modèles qui sont différents. Par contre, le fast-food, une fois qu'il est plein, il est plein. Il va avoir son max de chiffre d'affaires possible. Jérôme, sky is the limit. Son business, il peut le développer pour en faire un business qui rapporte plusieurs millions. Donc, c'est des modèles, c'est des courbes différentes. Faut intégrer ça. Le budget de départ n'est pas forcément lié au résultat potentiel. Il est lié à la courbe et la rapidité pour arriver à ce résultat. Et aussi, excuse-moi, juste un petit complément, on va être clair, quand ça coûte moins cher, ça demande souvent de compenser par son temps, par son énergie, bien évidemment. Dit autrement, si on ne veut pas beaucoup bosser, si on veut du facile, il faut payer un peu plus. Que tu as évoqué tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un récurrent tous les mois, par exemple, oui, en versement aux franchiseurs? Ils ont leur commission, oui. Oui, ce qu'on appelle des royalties. Ouais, des royalties. Donc, il y a un pourcentage du chiffre d'affaires. Et c'est un point qui est important parce que ça explique réellement la nature de la relation. Bien entendu, ça fait pas plaisir. Ouais, Jérôme, mais plus on en de verse, ça veut reverser dire un pourcentage de son chiffre d'affaires. Donc finalement, au bout du compte, c'est pas mal. Exactement. Voilà, le franchiseur gagne pas d'argent avec les droits d'entrée. C'est pas son objectif. C'est pour ça que parfois il dit non. Ça l'intéresse pas de prendre 20 000, 30 000, 50 000 de droits d'entrée. Ce qui l'intéresse, c'est de gagner de l'argent au cours du temps avec les royalties. Et donc, c'est une relation win-win. Non, ça m'intéresse toujours de prendre cet argent. On est d'accord, Jérôme, mais le vrai focus, c'est sur les royalties. Et c'est de dire, je veux que mes franchisés, ils fassent le plus gros chiffre d'affaires, leur business soit le plus florissant possible. Je cherche toujours des traductions à successful en français. Si vous en avez, je suis preneur. Voilà, le business soit le plus florissant possible parce que plus vous faites du chiffre d'affaires, plus vous allez payer Mais en même temps, royalties. ces royalties, pour ma part, moi, je trouve que ça paie le call center. Voilà, là, par exemple, moi, je ne suis pas dispo si le téléphone sonne. Je transfère un numéro vers le call center. Donc, il peut prendre des rendez-vous pour moi. Il faut payer tous ces gens-là. Quand je suis pas là, quand je suis en intervention, le samedi. Voilà, il y a une personne, il y a un service qui s'occupe de tout ce qui est marketing, qui met à jour toutes mes pubs, mon compte Facebook, mes pubs sur Google, oui, voilà, mon référencement. J'ai un programme qui est tout automatique, qui gère tous mes devis, tous mes rendez-vous. Il a un coût parce qu'il est complet. Voilà, c'est pas un petit fichier Word, c'est vraiment. Donc, finalement, oui, on paye des royalties, mais pour moi, je paye un service parce que tous ces services-là, je m'en sers continuellement. Donc, c'est pas gratuit non plus. Donc, toi, Jérôme, donc pour moi, c'est pas. Tu es essentiellement dans l'opérationnel, en fait. Ouais. Oui. Dans l'exploitation directe, alors que le franchiseur, il peut proposer. Et tous les franchiseurs, ils proposent ce type de service complémentaire? C'est vraiment variable d'une franchise à l'autre. Hein. Encore une fois, c'est un peu selon le niveau de coût. Ce qui est bien, c'est que c'est plus. Voilà, c'est toujours assez transparent. Il y a des secteurs sur lesquels, je prends par exemple, si Jérôme, au lieu de nettoyer des maisons, il allait chez les gens pour toiletter leurs chiens. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque, en particulier avec ces temps de Covid. Donc, c'est les clients qui viennent à toi. Donc, tu ne vas pas payer pour du marketing plus que ça. Par contre, tu vas avoir besoin de plus de soutien de la franchise pour dire comment je fais pour aller toiletter un chien sans avoir de contact direct avec le maître. Comment je fais pour ci, pour ça. Donc, leur niveau de service s'adapte en fait à la nature de l'activité. Ce qui est bien avec une franchise, c'est que tous ces coûts, toutes ces choses-là, ce sera toujours transparent. Donc, ça fait un peu peur au début parce que quand on veut se lancer dans ce business, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a à payer. Donc, ça fait peur. Mais là, au moins, c'est transparent. Et moi, je dis toujours à mes clients, faites l'exercice. Si vous deviez le faire par vous-même pour avoir le même soutien, le même service, toutes ces choses à côté, combien ça vous coûterait? Et est-ce qu'il vaut mieux donner temps à The Mates qui sont là depuis 40 ans pour le faire pour vous, ou est-ce qu'il vaut mieux rester de votre côté, tout seul dans votre coin, à essayer de trouver des gens qui vont vous aider et savoir combien ils vont vous prendre pour tout ce dont on a parlé, Jérôme. Tout à l'heure, tu as illustré par un exemple que j'ai trouvé très pertinent, le toilettage pour chiens. Si, imaginons que Jérôme, il souhaite développer cette activité, mais qui n'existe pas du tout chez le franchiseur, mais au sein de la structure franchisée, est-ce qu'il en a la possibilité?
Oui et non. En fait, déjà, c'est peut-être pas son intérêt, d'accord? Parce que s'il dit, ah bah oui, quitte à ce que j'aille chez les gens, je nettoie leur maison et puis je toilette les animaux en même temps, c'est une activité annexe. Est-ce qu'il a envie de payer des royalties sur une activité? The Maids, ils y connaissent rien pour toiletter les chiens ou les chats. Donc, est-ce que j'ai envie de payer des royalties sur une activité où The Maids va pas vraiment m'aider? Après, The Maids, ils disent, on est les spécialistes du nettoyage de maison, on a quelques activités annexes, tu m'arrêtes Jérôme, mais est-ce que tout d'un coup, commencer à toiletter les chiens, les chats, enfin, voilà, aux États-Unis, c'est quand même assez ciblé. Par On aime contre, bien si j'ai envie quand les choses sont d'ouvrir claires, une nettes franchise de claires, nettes et toilettage, précises. Donc, je peux parce qu'elle ne concurrence pas The Maids. D'accord. Par contre, j'ai pas le oui, droit d'ouvrir une franchise de cleaning parce que là, par contre, je suis en concurrence avec moi-même. Direct. Ça, c'est marqué sur le contrat. J'ai le droit Et là, d'ouvrir autre tu chose. réponds à Ça, la y a pas de question. problème. ouais. Voilà. Donc, le toilettage, c'est peut-être un peu loin. La question serait plutôt si Jérôme demain veut se spécialiser dans, je sais pas, le nettoyage de vitres ou l'entretien des C'est jardins, en direct. ce qui est quelque chose de plus proche de son activité. Là, la question se poserait de savoir si ça Et là, reste tu avec The préconises Maid ou quoi, s'il Stéphane, le dans fait à ces côté. cas-là? Moi, je préconise d'en parler avec le franchiseur. De toute façon, contractuellement, c'est assez clair quel est le périmètre, quoi. Enfin, tu lis le contrat de The Maids. Première chose qu'ils te disent, c'est nous, notre activité, c'est le cleaning résidentiel. Voilà, c'est très très clair de Après, ce pour qui avoir rentre fait dans le des cœur de choses, l'activité. excuse-moi, Euh, pour avoir fait Moi, je des dis choses toujours, annexes, on va dire, que ce qui est prévu dans notre cahier des charges, dans notre service, du moment qu'on le déclare dans les royalties, je veux dire dans le chiffre d'affaires de The Maids et que chaque semaine je paye des royalties dessus, ça leur pose pas trop de problèmes parce que du coup ça leur fait plus d'argent. Par exemple, ce qui n'est pas fait, mais je le fais ici parce que j'ai eu beaucoup de demandes et que ça marche, c'est le nettoyage extérieur de tout ce qui est perron, les grandes terrasses, parce que voilà, il y a beaucoup de mold, de moisissures. Donc voilà. Bon ça, normalement, je le commercialise pas. Bon moi on me le demande une fois, deux fois, quatre fois, 10 fois. Bon je me mets à le faire. Bon je l'inclus. Voilà, ils me disent rien, ils savent que je. mais ça t'a pas demandé d'avoir du matériel autre que ce que tu avais déjà, et ça Si, t'a pas j'ai dû demandé de acheter. développer un savoir-faire particulier, un nouveau marketing, Ouais, non, tu non, vois, si, j'ai même si acheté, c'était pas évidemment, prévu. pour faire ça, il Je faut un cherche pressure juste washer. Bon, à la fin, après l'avoir loué quelques fois, j'en ai acheté un. Maintenant, j'en ai un. Donc voilà, mais ça, c'est des trucs. Mais j'ai appris que, en parlant avec d'autres franchiseurs, que il y en a un, il s'est spécialisé dans le nettoyage de tout ce qui est rugs, en français, pardon, les moquette, enfin tous ces trucs-là, lui fait tout le nettoyage. Bon, c'est pas compris, mais lui il le fait, il a une machine, il propose à ses clients. Chacun fait sa spécialisation. Du moment que c'est déclaré, il n'y a aucun problème. Alors, Bien Je sûr, pense du moment que c'est déclaré et que ça exactement. reste logique Exactement. avec ton business et Rita demande depuis la tout à zone où tu l'heure, es. qu'est-ce que c'est la franchise passive? Alors, un business passif, c'est un business dans lequel vous n'allez pas travailler ou vous n'allez pas être dans l'opérationnel comme les Jérôme. Vous allez entendre deux terminologies aux États-Unis: passive, qui veut dire passif, voilà, où on travaille pas du tout dans le business, et semi-absentee. Donc semi-absentee, par exemple, c'est si demain Jérôme dit bon, ça y est, le business là, il a atteint une taille suffisante, je rentre assez d'argent, j'embauche un manager qui va prendre ma place. Et moi, je reste en supervision. Je travaille peut-être à mi-temps, je suis les chiffres, je fais du contrôle qualité, je vérifie que tout se passe bien. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le semi-absentee. Et le côté très méthodologie standard, très comme ça, très très processé, très standardisé de la franchise, permet souvent, voilà, au bout de quelques années, arriver à un certain niveau de business, de se détacher un peu de l'opération
et de travailler moins, pour dire les choses clairement. Après, quand on parle de passif, c'est un peu différent. Certaines franchises disent, voilà, nous, à côté, on a une filiale qui peut s'occuper du business à votre place. Imaginez, c'est comme si vous achetez un appartement et que vous n'y habitez pas et vous le mettez en gestion locative. Là, c'est exactement pareil. Vous achetez un business en franchise et c'est le franchiseur qui, via une filiale le plus souvent, va s'occuper de tout à votre place et vous, voilà, simplement, vous vérifiez que vous recevez bien un chèque en fin de mois. Ça ne se fait pas dans tous les domaines, mais c'est quelque chose qui est assez culturel aux États-Unis. La plupart des McDonald's que vous voyez au coin de la rue, le propriétaire, il est rarement en cuisine. Hein. C'est souvent derrière des compagnies financières qui ont ces McDonald's de la même façon qu'ils ont des buildings ou je sais pas ou des actions. Voilà. Donc c'est un modèle qui est assez répandu aux États-Unis. Il faut savoir que pour les gens qui demandent des visas, c'est pas forcément contradictoire. Hein. On vous demande pas de travailler 80 heures dans le business forcément. On vous demande juste, par contre, que ce soit votre business et sous votre responsabilité. Même qu'après vous y travaillez 1 heure ou Très bien. 5 ans. Est-ce qu'une franchise, alors pour s'appeler franchise, est-ce qu'il faut avoir une expérience où je peux moi décider de lancer ma boîte et de me dire que bon, ben, finalement, je vais la développer en franchise et donc j'intègre ce paramètre dans mon business plan. Et là, je viens voir quelqu'un comme toi, Stéphane, pour que au lancement de mon idée, eh bien, tu me trouves des franchisés. D'accord. Donc pour répondre à cette question, la réponse courte, c'est vous passez en franchise. Il n'y a pas de limite légale pour dire ce business peut devenir une franchise à tel ou tel moment. D'accord? En fait, la franchise, c'est un mode de développement. Donc par contre, il y a des contraintes légales. Faut avoir donc ce contrat de franchise, faut qu'il soit déposé, faut avoir le FDD, le Franchise Disclosure Document, qui est un document qui suit la même structure pour toutes les franchises. Faut avoir son manuel de formation et faut être, excuse-moi, je trouve plus le mot en français, registered. Donc faut que ce FDD soit déposé dans un certain nombre d'États. Donc on va dire qu'il y a pas mal de démarches administratives. Faut être au clair avec la réglementation. La franchise est très réglementée aux États-Unis. C'est quelque chose qui protège l'investisseur, mais qui est pour le coup contraignant pour le franchiseur. Après, encore une fois, ça c'est la réponse théorique. La réponse pratique qui est le business, quelqu'un qui va s'intéresser à votre franchise plutôt qu'à une autre. Certes, il va aimer le concept, mais avant qu'il mette de l'argent sur la table, il va vouloir savoir, qu'est-ce que ça va donner par la suite. Si vous n'avez même pas au moins un point de vente modèle à lui présenter, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est vrai que j'ai parfois des clients qui me disent, Stéphane, est-ce qu'il vaut mieux que je m'intéresse à une franchise américaine ou en tout cas déjà établie sur le sol américain, alors que moi, dans mon pays d'origine ou dans tel à tel endroit, j'ai vu cette franchise, j'aimerais bien l'importer. J'ai très peu d'exemples d'importation de franchise qui est réussi. À moins que vous ayez des gros moyens, que vous soyez déjà très implanté aux États-Unis, c'est quelque chose qui est difficile, qui est difficile. En tout cas, merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup, Jérôme. Je ne sais pas si tu as des éléments de précision ou inviter peut-être nos internautes à te rejoindre directement sur ton stand digital afin de te poser toutes les questions, voire même par le biais d'un entretien vidéo. Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez facilement me trouver via mon site, en demandant à la Chambre de commerce de vous mettre en relation. Bien entendu, je réponds à toutes vos questions. Je le répète, mes services sont gratuits pour les candidats. Donc, ne vous en privez pas, c'est sans engagement, c'est gratuit, c'est les franchiseurs qui payent. Faut pas se priver de ça. Et je répète, quelle que soit votre situation. Et encore une fois, moi, c'est pas mon intérêt de passer du temps avec vous si la franchise c'est pas pour vous. Donc, je vous le dirai rapidement si c'est pas le cas. Par contre, s'il y a des options, on prendra tout le temps nécessaire pour les. En tout cas, merci Stéphane. Pour les étudier. Jérôme, félicitations. Vos questions. Merci. À The Mates. Donc voilà. On va continuer. Comment? On va continuer.
Et si vous êtes déjà à Miami et que vous voulez Appelez nos vraiment que équipes. votre maison soit rutilante, je le sais parce que Jérôme est venu. Voilà, appelez-le. Non mais alors Ah, on bien. n'en a pas parlé, mais ils font du deep cleaning. C'est une autre dimension. Je veux dire, si vous pensez que vous savez comment nettoyer une maison, vous ne le savez pas tant que vous n'avez Exactement. pas Comme vu je dis ce à tous mes mec en clients, action. si vous nous Moi, ça essayez, m'a vous nous adopterez. Et c'est à chaque fois pareil. retourné la tête de voir ça. Si vous avez pas envie de nettoyer votre maison, ben, nos équipes sont là. À quel numéro on peut vous joindre? Ben, appelez-moi directement au bureau d'ici, Si pas votre au call maison est center. casse-pied à nettoyer. Mon numéro c'est 300, oui, on va le dire en français, 305 603 85 29. Alors, Exactement. Jérôme, tu Ouais, fais donc partie de la chambre de on commerce, pourra te je crois aussi, retrouver, donc les gens peuvent contacter la oui, chambre oui, de elle commerce a- et numéro de demander à ce téléphone. qu'ils se mettent en avec. Exactement, parfait. Merci. Eh ben, C'est très gentil. je t'en prie. Je vais taper, Mais si je tu le permets, Jimmy, mon bien email sûr. dans le chat. Comme ça, voilà, si vous voulez me contacter directement, Super Stéphane, merci vous avez beaucoup. Merci Jérôme. mes coordonnées. Continuation, hein, et je Merci à pense toi, que je Jimmy. composerai ce numéro de téléphone bientôt. Avec plaisir. À très bientôt. Merci. On va pour vous poser toutes les autres questions que nous Merci n'avons beaucoup, pas Jimmy. forcément À abordées bientôt. aujourd'hui. Merci. Merci Stéphane, et je sais que tout à l'heure, ce sera en espagnol. C'est à quelle Avec heure? grand C'est à 4 plaisir. heures, c'est ça? Non, yo no hablo espagnol. C'est avec toi en espagnol aussi? 15 D'accord. heures en anglais. Ce sera à 3 heures en anglais. Donc, pour ceux qui veulent une session de rattrapage ou qui sont intéressés par cette franchise plus orientée Super. déco, Merci en rénovation, tout cas, c'était à hyper 3 heures en instructif. anglais, à 4 heures en espagnol. C'est sûr, merci. Merci beaucoup, Jimmy, Merci. pour cette À animation. bientôt.